bonjour à tous. Moi, je me présente, je suis Jérémy Marotte, je suis un assistant dans le service de cardiologie. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un topo sur accident vasculaire cérébral et échographie cardiaque, qui a même déjà été un peu abordé lors du premier topo de ce matin. Donc là, on peut voir déjà une belle IRM et une échographie. Donc, les accidents vasculaires cérébraux, petit point épidémiologique. Dans le monde, ça concerne approximativement 19 millions de personnes. Il y a une estimation qui estime à 23 millions d'ici 2030. C'est la première cause d'handicap acquis au monde. À La Réunion, environ 2500 par an, soit une moyenne de 5 par jour. On a une carte de la France et de ses dom-toms qui représente les différentes pathologies cardiovasculaires. On peut voir qu'on est champion en termes d'insuffisance cardiaque, on est champion en termes d'accidents vasculaires cérébraux, on n'est pas loin derrière en termes de coronaropathie et sur l'ensemble des pathologies également. Donc les AVC, comme vous le savez, il y a deux catégories d'AVC, les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques. Nous, aujourd'hui, nous allons nous concentrer principalement sur les AVC ischémiques. Ils ont plusieurs étiologies, à savoir la maladie des petites artères, qui sont représentées en règle générale par des lacunes, qui concernent 25%, les pathologies cardio-emboliques, 20%, les AVC dits cryptogéniques, 25%, pas de cause retrouvée, et les sténoses athéromateuses des gros vaisseaux de l'ordre de 25%. On peut voir donc une IRM un scanner de séquelles d'AVC qui sont fortement en faveur de cardio-emboliques, c'est-à-dire multiterritoriaux. Il y a plusieurs autres signes, comme l'artère sylvienne trop belle sur la première image que vous pouvez voir. On suspecte un AVC ischémique d'origine cardio-embolique en règle générale chez des personnes âgées qui ont déjà une cardiopathie sous-jacente, qui font de la FA. Ce sont des AVC brutaux avec un score de Nice élevé à la prise en charge initiale, parce qu'en règle générale, ce sont des artères cérébrales majeures qui sont occluses et qui sont rapidement reperfusées. Ça peut être aussi un des signes IRM retrouvés. Et nous allons passer aux différentes sources cardiaques majeures d'embolie, selon les recommandations américaines. On peut voir donc un schéma anatomique d'un cœur. Les principales sources sont les thromboses intracardiaques d'origine atriale. Elles peuvent être aussi d'origine ventriculaire. Nous avons tout ce qui est valvulopathie et végétation dans le cadre des endocardites, les tumeurs intracardiaques et n'oublions pas l'athérome aortique. Intéressons-nous donc aux sources cardiaques mineures d'embolie. Non, excusez-moi. On ne va pas parler des sources cardiaques mineures d'embolie aujourd'hui. C'est plus rare, c'est moins retrouvé, c'est plus abstrait dans la littérature. Les thromboses. Les thromboses intracardiaques d'origine atriale. Il y a un lien important entre la FA et les embolies cérébrales systémiques, qui est important et complexe. La FA, ça concerne 1% de la population générale et plus de 10% de la population de plus de 80 ans. On connaît un score tous ici présents, le score de Chadvax, qui corrèle un risque relatif d'AVC dans l'année en fonction du nombre du score. À savoir, de l'ordre de général, un score de Chadvax à 4, c'est 10% d'AVC dans l'année. Et le score maximal à 9, c'est 25%, soit un patient sur 4. Et en échographie, on a également des facteurs prédictifs du risque embolique chez les patients qui sont en FA, notamment la fraction d'éjection, si elle est abaissée à moins de 35%, la présence de thrombus ou contraste spontané auriculaire gauche, ça c'est plus vu en ETO, une dysfonction auriculaire gauche avec une vitesse de vidange de l'auricule de moins de 20 cm par seconde, la présence d'un athérome aortique complexe ou l'association à un rétrécissement mitral. La morphologie de l'auricule également montre un risque d'embolique inférieur en cas de morphologie chicken wing versus non chicken wing. Donc là, nous avons des images. Une image d'un patient qui présentait un AVC dans un contexte de rétrécissement mitral avec un auricule qui est complètement occlu et un sludge qui est très important. Et à gauche, on voit un thrombus concernant l'OG. Donc dans 80% des cas, ça concerne l'auricule et dans 20%, ça concerne une autre zone de l'oreillette. Il y a également les thrombus du coup intraventriculaire gauche. C'est une masse hyper visible en systole et en diastole, qui concerne en règle générale une zone du ventricule gauche qui est akinétique ou dyskinétique. Sur l'image échographique de gauche, on voit donc un thrombus flottant, mobile, de l'apex, qui a été révélé sur un AVC chez un patient qui a découvert de dysfonction biventriculaire avec une CMD, patient jeune de 50 ans, sans antécédent.
Et le patient de droite, histoire différente, douleur thoracique il y a 3 semaines, hospitalisé pour AVC. Et à l'échographie, on trouve une séquelle d'infarctus antérieur électrique et échographique, avec la présence d'un thrombus à l'apex encore une fois. Les thrombus intraventriculaires gauche, c'est pas toujours facile. Des fois, on ne les voit pas. Donc il y a une recommandation de classe 1B qui stipule qu'il faut réaliser une injection de produit de contraste si notre examen ne permet pas de conclure sur l'absence ou la présence d'un thrombus VG. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à pousser les examens et à réaliser une injection de produit de contraste si on a des facteurs de risque, si on a une zone akinétique, si on a un patient qui a des points d'AVC fortement suspicion de cardio-embolique. Il ne faut vraiment pas s'arrêter à l'ETT simple, il faut rajouter une injection de produit de contraste pour conclure sur l'absence d'un thrombus. Dans les suites, il y a les valvulopathies, donc comme on l'a dit, le rétrécissement mitral. Le rétrécissement mitral qui est une pathologie qui a fort risque d'AVC. Là, vous pouvez voir une patiente qui a donc un rétrécissement mitral sur l'image échographique 3D réalisée en haut à gauche et en bas à droite. Sur le X-plan, on retrouve un thrombus de l'auricule chez cette patiente, donc rétrécissement mitral et qui n'est pas en fibrillation atriale. Donc il y a une association également de rétrécissement mitral et thrombus sans présence de FA. Les endocardites, comme ça a été fortement évoqué lors du premier topo, hein, il y a plusieurs études qui ont été réalisées depuis plusieurs années. Hein. Là, sur l'histogramme de gauche, on peut voir qu'en fonction de la taille de la végétation, hein, le risque d'embolie, et en fonction de la mobilité également de la végétation. Donc en gros, supérieur à 15 mm, 30 patients sur 43 vont présenter un accident cérébral ischémique. Et selon la végétation, si la mobilité, si elle est sévère, 34 patients sur 42. Donc plus de 80% des patients vont présenter un accident ischémique cérébral en fonction de ces critères. Sur les images échographiques, encore une fois réalisées en ETO, on retrouve une végétation de la valve mitrale postérieure, avec, comme vous pouvez revoir sur le 3D, ici. Les prothèses valvulaires, donc prothèses mécaniques, hein, risque d'embolie, défaut d'anticoagulation. Il y a 2 complications à suspecter en cas d'AVC. L'endocardite infectieuse, on a un corps étranger dans le corps, c'est à fort risque de greffe de germes si nous sommes dans un contexte infectieux. Et les thromboses, à savoir situation à risque, post-opératoire précoce, rupture d'anticoagulation, INR non équilibré. Donc en échographie, c'est suspecté sur un jet de couleur anormal, une élévation des gradients transprothétiques, et il ne faut vraiment pas se passer de l'OTO chez ces patients dont l'échographie est difficile du fait des artefacts des valves mécaniques, pour visualiser une restriction de mouvement des ailettes, une fuite centrale, la disparition des fuites. Sur ces images, elles ont été réalisées en transthoracique, pas d'OTO, où on voyait une végétation au versant ventriculaire au niveau de la valve mécanique. Là. Et là, on va s'intéresser un peu après aux tumeurs, qui reste une pathologie rare cardiaque, mais est relativement bénigne la plupart du temps. 75% des tumeurs cardiaques sont bénignes. Parmi ces tumeurs cardiaques, il y a le myxome, qui représente 50% des tumeurs bénignes, donc une part importante des tumeurs cardiaques. Elle concerne en règle générale des femmes dans 2 tiers des cas, de l'âge de 30 à 60 ans. Il peut y avoir une atteinte valvulaire associée, donc à savoir une sténose valvulaire. Ça peut être révélé sous le format d'une syncope, d'une insuffisance cardiaque, et également donc d'un AVC, parce que ce sont des tumeurs qui sont à haut risque emboligène, qui posent une indication chirurgicale ces patients. Et malgré une intervention réussie, il persiste un risque de récidive à 5 ans qui est non négligeable, de l'ordre de 1 à 5%. Seconde tumeur, le fibroélastome, c'est la tumeur valvulaire la plus fréquente chez l'homme, enfin chez l'adulte. L'âge moyen est de l'ordre de 60 ans, donc encore une fois des patients relativement jeunes. Hein. Il n'y a pas de fuite valvulaire associée. Et elle concerne principalement la valve aortique en comparaison à la valve mitrale. Ce sont des tumeurs dont la taille habituelle est de l'ordre de 8 mm. Relativement, elles font systématiquement moins de 20 mm. Il y a une indication chirurgicale formelle parce que ce sont des patients qui récidiveront d'AVC
si le fibroélastome n'est pas enlevé. Et bien sûr, le diagnostic est confirmé en anatomopathologie. Là, on peut le voir au niveau de la valve aortique, encore une fois en ETO. Et nous le retrouvons également sur l'image 3D. L'athérome aortique, le grand oublié des AVC lors de l'échographie transthoracique. Je ne suis pas sûr que parmi nous tous, on fasse systématiquement une suprasternale chez tout patient présent pour un AVC à l'hôpital. Donc, c'est l'athérome aortique complexe. Il est défini par une épaisseur de 4 mm et il comporte un élément mobile ou une ulcération de plaque. Sa prévalence, elle est variable selon la population étudiée en fonction des facteurs de risque cardiovasculaires. Elle augmente avec l'âge et on estime qu'à partir de 45 ans, plus de 50% des patients présentent de l'athérome aortique. Pas forcément complexe, mais il en a. Il y a plusieurs études qui ont été réalisées. Sur l'histogramme de gauche, vous pouvez voir que quand l'athérome est calcifié, il y a moins de risque d'embolisation. Ce qui nous embête un peu plus, ce sont les athéromes de plus de 4 mm avec des ulcérations ou un élément mobile. Et sur l'image de droite, donc vous avez deux courbes d'événements. La première à gauche, c'est une courbe uniquement de récidive d'AVC. On voit que chez les patients qui n'ont pas de plaque, ils récidivent pas d'AVC. On voit moins la dernière courbe, mais en fait, ça vient jusqu'ici pour les patients qui ont une plaque de plus de 4 mm. Donc, à 4 ans, plus de 50% des patients auront réalisé un nouvel AVC. Et en termes d'événements cardio-emboliques tout confondus, à savoir ischémie de membre, infarctus, c'est encore plus péjoratif, avec plus de 60% des patients qui auront présenté un événement. Donc, concernant l'athérome aortique, en cas d'infarctus cérébral, l'échographie transthoracique par voie suprasternale, elle peut aider au diagnostic, mais chez les patients jeunes, il ne faut pas hésiter, en fonction des facteurs de risque cardiovasculaire, à pousser à l'ETO, parce que ça reste une pathologie à de lourdes conséquences sur le long terme. Et là, on peut voir des images ETO d'une crosse aortique avec donc un athérome, avec des ulcérations, également un thrombus flottant au niveau de l'aorte, qui apparaît et disparaît sur la coupe, là où j'ai posé ma petite flèche, mais qui n'apparaît pas sur votre écran. Vous l'avez vu, c'est bon. Voilà pour les causes majeures d'embolie cardiaque. Je vais faire un petit aparté sur le foramen ovale perméable qui concerne principalement les AVC cryptogéniques dont j'ai rapidement mentionné. Donc c'est les AVC qui n'ont pas de source cardio-embolique retrouvée aux différents examens, à savoir le Holter, l'échographie transthoracique. C'est quelque chose qui est fréquent, le foramen ovale perméable. Ça concerne environ 30% des patients de moins de 60 ans qui ont présenté un AVC. Le mécanisme il est non totalement élucidé, à savoir il y a l'embolie paradoxale, on fait une TVP qui remonte, oreillette droite, passe par le FOP, oreillette gauche, qui fait un AVC. Ça, la communauté scientifique a un peu du mal quand même à y croire à ce mécanisme, mais ce qui est le plus suspecté, ce serait de la formation de thrombus au sein du foramen ovale perméable ou au niveau de son orifice qui, lui, par la suite, emboliserait. Le FOP, c'est quoi? Donc, c'est un shunt droit-gauche qui est mis en évidence à l'ETT avec une injection de produits de contraste. En règle générale, c'est les bulles. Donc, injection le passage de 3 microbulles entre le 3e et le 5e cycle pose le diagnostic de foramen ovale perméable. Il peut être visualisé uniquement en ETO. En ETT, on verra uniquement le passage des bulles, mais on ne visualisera jamais le FOP en lui-même. Il faut toujours préciser son association ou non à un septum, un anévrisme du septum interatrial. Pourquoi? Parce que la présence d'un FOP associé à un anévrisme augmente le risque de réaliser un AVC. Et voilà, là, il y a un petit tableau qui résume les comparaisons ETT-ETO que j'ai mentionnées, les critères pour considérer un anévrisme du septum interauriculaire avec une excursion de 10 mm et une base de 15 mm. Il y a de multiples études qui ont été réalisées pour la prise en charge de ces FOP. Jusqu'en 2017, on n'était pas en faveur de la fermeture du FOP. On n'avait pas d'études positives qui montraient une diminution du risque de récidive d'AVC jusqu'à présent. Et en 2017, 3 études, Gore et Duss, Close et Défense PFO, qui montrent un réel intérêt à fermer les FOP chez les patients de moins de 60 ans avec un AVC cryptogénique, c'est-à-dire sans cause cardio-embolique retrouvée, mis à part ce FOP à l'ETO ou à l'ETT. Donc nous avons des préconisations, comme je viens de dire, donc âge inférieur à 60 ans, un AVC de moins de 6 mois
sans cause cardio-embolique retrouvée, sauf le FOP associé à un ASIA ou un FOP important, passage de plus de 30 microbules, ou large, une taille supérieure à 2 mm, et un lien de causalité très probable entre le FOP et l'AVC, qui est en règle générale discuté de manière pluridisciplinaire en staff cardio-neurologie pour décider de la suite de la prise en charge chez ce patient. Les guidelines, nous avons des recommandations assez récentes de l'American Heart Association, qui date de 2021, qui place du coup dans l'échographie cardiaque dans les AVC avec une source cardio-embolique suspectée en classe 2A et le TO en classe 2B chez les patients dont on n'a pas retrouvé de cause à l'ETT. Ce patient, il faut favoriser une étude personnalisée, une stratégie sélective en fonction des facteurs de risque des patients, du contexte de l'AVC, à savoir un patient jeune, sceptique, fièvre, on fera le TO par rapport au risque d'endocardite. Ils ont peu de risques de maladies vasculaires primaires, bon peut-être pas le patient réunionnais, hein, mais il faut s'adapter aux patients. Et dans la vraie vie, on a un très mauvais rendement de l'ETT. C'est à moins de 5% de modification thérapeutique. Donc toutes les ETT qu'on fait, dans 5% des cas, on change la prise en charge, mais la plupart du temps, on ne trouve rien. Et on a une amélioration du rendement grâce à l'ETO, qui a une meilleure sensibilité dans tout ce qui est visualisation de l'auricule, thrombus de l'oreillette, les valvulopathies, les valves mécaniques, bien sûr. Et il faut faire vraiment au cas par cas. Voilà pour moi. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Marotte? Après, le temps que le micro arrive à Jérôme, vu ce que tu nous dis quand même si tu privilégies une stratégie ciblée, on a envie d'aller à l'ETO facilement quand même. Ouais. Chez le patient jeune, en tout cas, de moins de 60 ans, il ne faut pas hésiter, c'est un examen semi-invasif qui est certes pas tout le temps bien toléré, mais qui reste semi-invasif et qui peut avoir de lourdes conséquences chirurgicales sur la prise en charge thérapeutique en termes d'anticoagulation, anti-agrégation. Ça peut vraiment changer la prise en charge. Mais j'insisterai également sur le Holter. En règle générale, on fait un Holter de 24 heures. Ça dépiste peu l'AFA quand même. Ouais. Il faudrait peut-être favoriser chez les patients jeunes qui font des AVC à source cardio-embolique des Holters longue durée, alors discuter l'implantation d'un Reveal si on a vraiment de fortes suspicions d'AVC chez ces patients. Merci Jérémy pour cette belle présentation avec une belle iconographie. Ma question, ça rejoignait un peu ce que Clément voulait dire. La première question, c'était chez qui tu vas être très invasif et faire un test aux bulles et une ETO dans le bilan d'AVC. Bon, tu as partiellement répondu, je pense, moins de 60 ans, c'est ce que tu retiens, et ouais. Cause cardio-embolique suspectée. Ouais. Et après, s'il cumule les facteurs de risque, à La Réunion, il est diabétique, il fait de l'hypertension, il a de l'athérome un peu diffus, carotidien, est-ce qu'on va quand même faire le test aux bulles? Est-ce qu'on va quand même faire le TO? Alors, encore une fois, là, ça va être une discussion conjointe entre collègues, hein, on appelle les neurologues, en règle générale, ils sont très, très confiants sur leur lecture d'IRM, ils nous disent vraiment s'ils n'ont vraiment aucune autre source d'AVC, et en règle générale, chez ces patients, on pousse à l'ETO et au test aux bulles. D'accord. Et c'est négatif, Holter implantable. Souvent c'est ce qui est... Holter au moins de longue durée, hein, favoriser ou répéter les Holters de 24 heures, même si ça traque, mais c'est pas le plus efficace, c'est discuter le Holter implantable. Oui. D'accord. Et juste, dernière question, ton traitement de l'athérome aortique dans le cadre de l'AVC, anti-agrégant, anticoagulation? Anti-agrégant et statine. Ok, merci. On va s'arrêter là pour les questions parce qu'on est vraiment en retard là. Non, c'est Holter, les recommandations, c'est juste ce que tu disais, c'est Holter 72 heures. Ouais. Et si pas de FA, Reveal. Je pense qu'un Reveal, je pense, c'est peut-être moins invasif qu'une ETO, ça se discute au cas par cas. Ça se discute. Dernière question. Du coup, pour le prochain topo, on va appeler Jean-Bernard Célie. Ah, mais on est vraiment en retard, Pascal. Ouais, je sais que je t'adore, mais... Une petite remarque. L'association FA et FOP, hein, il faut considérer qu'un train peut en cacher un autre, quand même. C'est important. Et la deuxième chose, c'est l'athérome de l'aorte ascendante. Jusqu'où tu vas? Parce qu'en échographie, on ne voit pas quand même très bien, même en ETO. Est-ce que tu vas jusqu'à l'angio-IRM ou le scanner? Et puis la conduite à tenir, qui n'est pas facile, chirurgicale ou médicale, c'est pas très facile. Je pense qu'il ne faut pas hésiter des fois à aller jusqu'à l'angioscanner. On a eu le cas il n'y a pas longtemps en cardiologie, une patiente qui avait pas d'athérome, en tout cas à l'ETT et à l'ETO mal visualisé parce que conditions d'examen difficiles
et qui a fait un scanner. On a retrouvé vraiment un thrombus mobile qui est embolisé au niveau cérébral, qui a fait une ischémie aiguë de membre et qui a été opéré de son athérome, de son thrombus de l'aorte. Donc je pense que chez les patients jeunes où on ne retrouve aucune cause, il ne faut pas hésiter, surtout que les médecins vasculaires, après avoir discuté de Benzidia, à l'échographie Doppler des transaortiques, ils se concentrent principalement sur les troncs supraaortiques. Ils ne regardent pas forcément la crosse de l'aorte qui est également mal visualisée. Merci Jérémy.